y va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous parlons de la formation agricole et pour ce faire, nous allons aller découvrir la formation du côté de l'École professionnelle de Fierbourg. Nous allons rencontrer Marc-André Bouchard ainsi que quelques élèves. Et ensuite, nous allons nous diriger vers l'Université Laval pour parler avec M. Jean-Claude Dufour pour parler des programmes d'agronomie et d'agroéconomie. Et nous allons également rencontrer deux étudiantes du programme. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Bonjour, je m'appelle Marc-André Bouchard, enseignant à Fierbourg, centre de formation professionnelle situé à Charlebourg, arrondissement de la région de Québec. Ça prend quoi pour enseigner ici? Ça prend quoi? Ça prend un besoin et un goût de transmettre un savoir, une historique, une connaissance à des élèves pour pouvoir un jour aspirer à devenir leur propre producteur horticole, si on parle vraiment du métier de producteur horticole. Ici, on a quand même à Fierbourg 4 autres départements, qui est l'horticulture et jardinerie, on a l'arboriculture et l'agage, on a floristerie et on a aussi réalisation d'aménagement paysager, pour ce qui est de tout l'aménagement autour des maisons, autour des centres commerciaux aussi. Et c'est quoi ta formation à toi? La formation à moi, des fois, on en rit un peu, mais je suis un pur produit de Fierbourg. J'ai été formé ici à Fierbourg il y a une dizaine d'années. Et avant ça, je viens aussi du milieu privé. J'ai travaillé en pépinière, j'ai travaillé en production en serre. J'avais aussi plusieurs années derrière moi là, à ce niveau-là. J'ai suivi une formation ici et j'ai travaillé ici pour devenir aussi enseignant. Et par le fait même aussi, ça prend aussi un bac en enseignement à l'université pour pouvoir enseigner là, en formation professionnelle. Peux-tu nous expliquer ce que sont en train de faire, dans le fond, Alexis et Karine en ce moment? Ils font une des tâches qui est primordiale, voire essentielle dans la production horticole, c'est le dépistage. Trouver les problèmes, les pathogènes, les insectes, les ravageurs qui peuvent emmener des problèmes à nos cultures. Là, ici, on est dans une serre. Ça se fait tout aussi bien en champ qu'en culture abritée. Comme on voit, Alexis est en train de shaker la plante. On fait du frappage sur une feuille blanche. Ça permet de voir après ça les insectes qui sont évidemment plus petits. Ils se cachent. Sont intelligentes, ces petites bêtes-là, se cachent de l'œil humain et des prédateurs. Fait qu'il faut aller les chercher et les dépister. Par la suite, on fait un comptage et on tient une série de listings par rapport à ça, un historique qui va nous permettre d'améliorer notre production et améliorer notre façon de travailler dans les années qui suivent. L'équipe d'enseignants est assez aussi variée. Ça permet d'avoir plusieurs visions, plusieurs façons de procéder. Ce qu'on essaie de leur donner beaucoup, c'est la réalité du terrain. Il faut être logique, on arrive souvent avec un côté qui est en production horticole, beaucoup, très bucolique de la chose. C'est très bucolique, c'est très beau, c'est un métier qui est noble, c'est zen. Sauf qu'il y a un paquet d'autres choses qui peuvent être très, très stressants. Et c'est à nous à leur montrer un peu justement les premières marches, les premières balises, pour pas non plus s'enfarger, trébucher dans les premières années de production. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de leur donner, une notion de sécurité aussi, des fois qu'on perd ou qu'on n'a pas su, parce que c'est un métier aussi qui peut être dangereux. Mais une fois que tu as ces outils-là dans ton coffre à outils, tu es capable de faire face à certains imprévus au niveau on l'a dit, de la météo, mais aussi des aléas de la mécanique, des aléas de la vie aussi. Parce que le producteur, souvent, ça va être familial et il y a toute la notion de famille autour de ça. Il faut qu'il gère par rapport à ça. Karine, qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'inscrire ici à Fierbourg? Bien, j'ai toujours eu une passion pour le domaine horticole. Puis je voulais me lancer en entreprise, puis je voulais en apprendre plus. C'était un programme qui se faisait assez rapidement. Fait que j'avais fait quand même pas mal d'études avant, fait que ce soit rapide. OK. Qu'est-ce que tu apprends ici quotidiennement?
On apprend tout ce qui est sur la culture maraîchère, on apprend comment implanter des cultures, comment s'en occuper, la fin de récolte, on apprend aussi à faire du dépistage, on apprend pour les pesticides. Sur l'agriculture durable, c'est vraiment un programme qui quand même, tu vois beaucoup de choses. Et est-ce que tu penses que la formation ici va vraiment t'avoir servi à justement faire ton projet? Oui, je pense que c'est vraiment le tremplin, dans le sens que c'est la base, il donne quand même une bonne base, puis après ça, tu vas pouvoir aller te perfectionner, suivre d'autres cours après ça. Fait que pour ça, je pense que c'est vraiment ça va servir. La moitié, Cathy. Tu écoutes pas. Le principe de cette fleur-là est utilisé comme analgésique aussi. Fait que ça va se mettre à picoter au bout de ta langue, puis tu vas perdre la sensation un peu de ta langue. Non. Ouais, c'est pas des jokes, c'est sûr. C'est évidemment en des grandes quantités. Ils utilisaient ça justement à on va Madagascar parler comme ça pour arracher les dents. Mais ça a un goût vraiment électrisant. Ça te le fait-tu, là? Un petit peu, ouais. Faut voir ça en transformation. On dirait mange que pas je ça perds le comme bout de ma langue. C'est Là. un work in Exactement. progress. Là. ça. Ouais. Ah, Plus, OK. c'est Cathy, plus. C'est que c'est pas piquant, Non, c'est pas piquant. C'est désagréable. Ouais, c'est électrisant. électrisant. C'est juste désagréable. Faut imaginer ça avec l'exemple d'une crème à Mais là, glace, les quelque gens chose. qui mangent ça, ils mangent ça comme ça à grosse croquette. Non, c'est transformé. Souvent, le pollen, la petite fleur va être ramassée, va être mis soit sur un dessert, un gâteau, juste pour donner un petit Un petit ou un oups. sauté, un petit Ouais, punch. ouais. Autre chose Non, que ça. non, je vais prendre une croquette dans mon poivron. Ça tourne, tu peux y aller dans. Ouais, dans mon poivron, je vais goûter au poivron. Oui, Je bon. mange jamais ça comme ça, là. Habituellement, ben non, on coupe C'est ça. comme une pomme. Ah, ça, c'est bon. Hein. On a aussi l'horticulture jardinerie, qui vont être ceux qui vont faire l'aménagement de plate-bande au niveau beaucoup commercial, mais aussi résidentiel. Et ils vont avoir un volet aussi de vente en centre-jardin, comme vente conseil et avoir un cheminement avec le client. On a aussi réalisation d'aménagement paysager, qui vont travailler beaucoup avec les matériaux inertes, avec les blocs de béton, le bois, pour faire les aménagements encore là dans le résidentiel et dans le commercial. Arboriculture et lagage. Eux, c'est nos forestiers, c'est ceux qui grimpent dans les arbres. On a beaucoup de ça aussi, même en agriculture, pour être capable d'entretenir les arbres. En ville, c'est extrêmement important. On a des arbres qui ont une grande valeur ajoutée. Pensons juste à la Grande Allée ici à Québec. Oui. Les arbres qui sont dessus ont une valeur inestimable au niveau du patrimoine et au niveau aussi esthétique. Fait que ça prend des gens formés pour s'en occuper. Exactement. Et nous, OK. on les forme pour qu'ils soient capables. C'est des docteurs des arbres. Ouais. Fait qu'ils vont pouvoir grimper, élaguer et prendre soin de ces arbres-là. Et on a fleuristerie qui vont, le nom le porte très bien. C'est ceux qui vont faire les aménagements fleuraux et ils vont participer aussi à des ventes. Ils vont faire travailler dans des fleuristes pour vraiment faire les mariages, les grandes réceptions. Ils vont vraiment, tous ces cours-là vont donner quand même une bonne, que ce soit le fleuristerie, que ce soit l'horticulture, c'est toujours opter vers le marché du travail. Fait qu'on a vraiment tout l'éventail possible qu'on peut avoir. On ne s'ancre pas dans une seule façon d'enseigner. On voit un peu tout ce qui se fait. Qu'est-ce qui t'a amené ici à Pierrebourg? Au fond, pour une histoire vraie, ça fait 3 ans que je travaille dans le domaine de l'agriculture biologique, puis je veux me démarrer une entreprise de production maraîchère. OK. Puis là, tu as décidé de venir faire ta formation ici? Ouais, à Fierbourg, j'en avais entendu parler un peu entre les branches, puis j'avais pas envie de faire une technique. Je voulais que ce soit rapide et efficace, fait que j'ai entendu parler du Fierbourg, puis ça. Fait que là, tu es à ta première année cette année Ouais. ici. C'est quoi tes attentes par rapport à ce programme-là? Au fond, c'est continuer à prendre des connaissances, puis spécialiser un peu dans le domaine de la production horticole, parce qu'ensuite, j'étais juste un ouvrier. Puis voulant partir en entreprise, je me suis dit qu'il me fallait des connaissances pour pouvoir prendre mes propres décisions, puis peaufiner mes techniques de travail. Les perspectives sont très bonnes dans l'emploi. Évidemment, ça va dépendre de ce que l'étudiant va vouloir faire, l'élève va vouloir faire en sortant d'ici. Exemple, sans la fibre entrepreneuriale, on lui suggère fortement de faire lancement d'entreprise, qui est contigu là, un peu au cours d'ici. On donne ici à Pierrebourg un 300 heures de formation qui leur permet de monter un plan d'affaires et ensuite pouvoir faire ses démarches financières. Il y en a qui vont sortir d'ici aussi pour être ouvriers agricoles, aller travailler dans des grandes fermes. Ça va leur donner ces possibilités-là. Et le plein emploi, et c'est pas le plein emploi, là, ils cherchent du monde. On a de la misère, on le sait, vous l'avez vraiment fait dans certains reportages. On est obligé d'aller chercher des gens à l'extérieur de la province de Québec pour venir travailler ici. Fait que les employeurs, ils cherchent des employés qualifiés pour être aussi des chefs d'équipe dans des entreprises. Fait que si quelqu'un veut travailler en sortant d'ici, il va se trouver un emploi. C'est sûr et Pour certain. vouloir travailler. Moi, j'étais venu chercher la formation parce que je voulais savoir le comment du pourquoi. Tu sais.
Comment faire pousser des légumes, c'est facile en fait, tout le monde est capable. Mais vraiment juste aller chercher une certaine expertise. Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture? C'est un métier qui est extrêmement dur, mais extrêmement valorisant. C'est ça qu'on leur montre avec toutes les visites d'entreprises qu'on fait. C'est un métier qui est très dur, long. On leur dit, c'est des longues heures de travail. Il faut être prêt à la faire, ces longues heures-là. Il faut être conscient de ça. Si on est prêt à le faire, ben après ça, c'est juste du pur plaisir. Il faut dire que ce métier-là, c'est notre hobby. C'est notre passe-temps. Fait que si à ce moment-là, on se dit ça, que moi, quand je me lève le matin, je m'en vais travailler, mais mon travail, c'est mon plaisir. À ce moment-là, les heures, Peu importe. peu importe, hein, peu importe. Mais si on se lève le matin et c'est devenu une corvée de travailler et que là, c'est un emploi que je fais, bien là, c'est des fois un peu plus difficile parce que là, les heures commencent à peser et c'est là qu'un agriculteur ou un producteur peut commencer à s'épuiser année après année et il va essayer de passer aussi des fois la main ou de vendre. C'est souvent là, des fois, que les premières années, on dit toujours 3, 4, 5 ans, Ouais. c'est les années critiques pour un producteur, bien c'est souvent ça qui pèse. C'est la réalité du métier qui est souvent des longues heures. Puis il ne faut pas calculer son salaire ou à la prime à l'heure, parce que c'est des fois là que ça peut être décourageant. Mais c'est la fierté de vendre un produit fini. Ça, on leur montre aussi. Ce qu'on produit, il faut en être fier. Il faut le vendre à un prix qui est honnête, un prix qui est réaliste. Il faut être prêt à le vendre, puis prêt à le produire jusqu'à la fin aussi. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Francine Jobidon, les Jardins du Petit Pré à Château-Richer. C'est quoi l'intérêt pour un producteur de venir ici? En fait, tous nos produits, on les vend directement ici et à notre kiosque à la ferme. Ici au marché, on a un contact depuis plusieurs années. Je dirais que mes parents, moi, mes beaux-parents sont venus au marché. Alors, on a gardé une clientèle qui vient nous voir régulièrement. OK, fait que vous avez des habitués de vos produits, là. Bien sûr, bien OK, sûr. OK. Mais vous avez aussi le tourisme? On a un peu de touristes, oui, qui viennent voir. On a des beaux bateaux qui nous arrivent de partout et on a des gens d'un peu partout qui viennent voir le marché. Je pense que c'est la première chose que les gens aiment quand ils arrivent dans une ville, c'est de voir le marché. C'est de goûter les produits d'ici. Exactement, là. oui. Et durant l'été, vous êtes là aussi, là. On est là tout l'été, tous les jours. Et on a une variété de produits. Là, ça commence au mois de mai avec les fleurs, OK. le temps des fleurs. On a aussi les légumes de serre qui nous arrivent tout de suite au début mai. Fait que ça nous permet d'offrir aux gens une gamme de produits assez diversifiés dès le début. Oui, puis en plus, on les attend, nos produits. au Exactement. printemps, Les là. premiers produits, là, oui, sont très attendus. Et c'est quoi que les consommateurs vous posent comme question? Parce que, bon, il y a toutes sortes de produits, des fois, certains qu'on connaît moins. C'est quoi les questions qui sortent un peu? En fait, on se fait souvent demander des recettes pour accompagner nos choses, nos légumes, nos fruits. Et les gens nous demandent aussi la provenance, les variétés. Beaucoup nous demandent quelle variété de carottes, quelle variété de pommes de terre aussi. Alors, c'est comme ça qu'on discute avec nos gens, puis on est toujours content là, d'avoir une petite discussion là, sur justement, les le fruits et contact légumes. Le avec, contact qu'on fait avec le client, c'est très, très important. Puis les clients viennent ici aussi pour ça, pour jaser Exact. avec les producteurs, Bien avec sûr. les gens des kiosques. Oui, oui, oui. Mais merci beaucoup, Mme Jobidon. Ça me fait Merci. plaisir. Au revoir. Bonjour, alors Jean-Claude Dufault, je suis le doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval et on se retrouve à Québec sur le campus de l'université. Monsieur Dufault, dites-nous d'où vous venez. Vous arrivez de où? Vous êtes devenu doyen, vous êtes enseignant depuis combien de temps? Parlez-nous un peu de vos origines. Un charlevoisien qui a émigré à Québec en 1966 pour étudier à l'Université Laval
et qui, après avoir fait une première maîtrise en 1973, est allé travailler au ministère de l'Agriculture du Québec et qui, après ça, a quitté pour aller faire un doctorat et est revenu à la faculté en 1977 comme professeur à plein temps. Et j'y suis depuis. Depuis, oui, ça fait longtemps. Et vous êtes devenu doyen comment? Comment on devient doyen d'une faculté? On devient doyen, bien d'abord parce qu'on veut l'être, hein, première chose. Donc, c'est un processus de nomination avec un comité de nomination composé d'un peu partout, de peu tous les intervenants, là, les professeurs, les professionnels, les étudiants, les employés administratifs. Et il y a des gens d'externe, il y a des gens qui viennent complètement neutres. Et sous la gouverne du recteur, eh bien, on présente notre candidature, puis, bon, il y en a un qui est élu. Et ça fait quoi, un doyen? Un doyen? Oh mon Dieu Seigneur, ça fait à peu près tout. C'est quoi le rôle d'un doyen? Ça fait à peu près tout. Un doyen, ça fait... D'abord, c'est le premier responsable de la faculté. Donc, c'est le premier intervenant. En théorie, je suis responsable de tout, mais j'ai aussi avec moi énormément de personnel. Vous avez une équipe, là? Oui, oui, j'ai une équipe autour de moi pour déléguer un certain nombre de tâches, finances, gestion des ressources humaines, etc., parce que je ne peux quand même pas non plus être partout. Alors, le doyen, normalement, doit s'assurer que la faculté se développe d'abord. Donc, il est responsable d'établir le plan de développement, le plan stratégique, etc. Doit s'assurer qu'elle fonctionne bien aussi, à la satisfaction de tous les intervenants qui sont dedans, mais principalement des étudiants et du personnel, parce que c'est les deux principaux actifs que le doyen a dans ses mains, et bien entendu, après ça, bien les édifices. Quand on regarde aujourd'hui, on est devant quand même un marché qui est à l'autre bout mature. Donc, ça veut dire que pour rentabiliser l'investissement, ça nous prend un certain temps, même un temps qui, des fois, est trop long, de telle manière que l'infrastructure comme telle n'est peut-être pas toujours justifiée. Et ça a tendance à créer des boulots d'étranglement qui font en sorte qu'à un moment donné, on a moins de flexibilité qu'on aurait pu en avoir. J'essaie de leur donner ce goût d'embarquer dans le plus grand défi, celui de nourrir tout le monde à tous les jours et d'aider les agriculteurs à produire correctement. C'est un défi. Moi, à mon avis, c'est le défi le plus noble qu'il n'y a pas. Et là, qu'est-ce que vous trouvez peut-être le plus difficile dans le métier que vous faites? Vous êtes enseignant, vous travaillez, vous devez éduquer des êtres humains. Ça ne doit pas être évident d'essayer de donner la meilleure éducation possible. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Quand vous avez la passion, il n'y a rien de difficile. Ah, hein? tout est beau? Tout est beau. Pas vrai? C'est vrai, parce que enseigner, c'est un des plus beaux métiers qu'il n'y a pas. Transmettre la connaissance, évidemment, il faut aimer la patience, répéter, prendre le temps, accompagner, ça fait partie de ça. Mais je ne peux pas dire qu'il y a des difficultés majeures. Aujourd'hui, ce qui est peut-être différent d'avant, c'est qu'on travaille beaucoup avec des supports informatiques. Donc ça, c'est un défi en soi, c'est-à-dire que tout est sur ordinateur. Donc l'étudiant a 24 heures sur 24 accès aux documents. Par contre, l'étudiant a cette responsabilité encore plus grande aujourd'hui d'être responsable de sa formation, ce qui est un défi en soi beaucoup plus grand pour l'étudiant que pour nous, dans le fond. OK. Qu'est-ce que vous êtes le plus fier jusqu'à date? Après toutes ces années, est-ce qu'il y a un moment qui vous a rendu fier particulièrement? Toute la carrière a été, pour moi, une très belle carrière, celle d'enseignant, celle d'administrateur ou de gestionnaire d'université, etc. La carrière scientifique aussi, parce qu'enseigner, c'est une partie à l'université, mais normalement, notre grande caractéristique, c'est de nourrir notre enseignement par nos recherches. C'est ça qui nous différencie, donc il faut que tu sois actif en recherche. Alors, on est accompagné de Joanie Hood, étudiante en agroéconomie ici à l'Université Laval. Joanie, tout d'abord, t'en es où dans ton programme d'études? En fait, moi, je commence ma deuxième année à cette session-ci en agroéconomie. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené ici dans le programme? Mais en fait, moi, je viens pas d'un milieu agricole nécessairement. Je viens de Saint-Augustin à Québec. Puis, je me suis toujours intéressée au milieu agricole. Quand il y avait des portes ouvertes de l'UPA et tout, j'y allais toujours quand j'étais jeune. Puis aussi, au cégep, j'ai eu des cours d'économie. Fait que là, ça m'a sonné une petite cloche pour dire que le programme agroéconomie, c'était le parfait programme pour moi. OK. Et de quoi ça a l'air ton programme? Qu'est-ce que vous apprenez ici dans les cours? Bien, en fait, en agroéconomie, on apprend autant dans la gestion, l'administration, l'agronomie, les politiques appliquées au secteur agroalimentaire, un peu d'administration et de ressources humaines aussi. Donc, ça nous permet à la fin de pouvoir intervenir tout au long de la chaîne agroalimentaire pour aider les producteurs, dans le fond, à rentabiliser leur entreprise.
le défi de transmettre la connaissance à des nouveaux étudiants qui arrivent. Et le plaisir, c'est de voir ceux et celles qui ont terminé réussir leur carrière. Je dirais que le plus beau cadeau qu'un professeur d'université a entre ses mains, c'est celui du réseau qu'il établit avec ses diplômés. Est-ce que l'enseignement, l'agriculture a changé aussi, évidemment, et ça évolue? Il faut que vous vous adaptez à ça. Est-ce que vous avez des formations ou comment vous vous ajustez? La science évolue aux 3 ans et demi actuellement. C'est-à-dire qu'à tous les 3 ans et demi, on s'attend à ce qu'il y ait des nouvelles découvertes, on s'attend à ce qu'il y ait des nouveaux articles qui vont changer notre façon de faire. Le plus grand défi que j'ai, c'est celui de lire. Je dois être au courant de tout ce qui se passe. Donc, pour ajuster vos cours. Pour ajuster mes recherches, ajuster mes cours, etc. Donc, il y a énormément de temps de lecture, de revues scientifiques. Maintenant, c'est plus facile parce qu'on a ces revues-là qui sont presque toutes sur informatique, au contraire d'avant. Et deuxièmement, avec l'informatique, maintenant, on est connecté à tous les experts dans le monde 24 heures sur 24. Donc, c'est facile maintenant pour une personne comme moi d'être en contact avec les experts américains, les experts européens, asiatiques, peu importe. Alors, Pascal, explique-nous comment les producteurs vous accueillent et vous accompagnent dans votre site. C'est super. Moi, j'ai vraiment eu une ferme super. Les producteurs, dans le fond, c'est sûr qu'au début, moi, j'ai pas du tout du milieu agricole. Oui. Donc, il m'a vraiment pris par la main. Pendant 1 mois, je l'ai suivi en arrière, mais après le stage, je peux vraiment dire que là, je suis à côté de ceux peut-être qui ont vécu là-dedans toute leur vie. Je me sentais égale. Mon maître de stage était super aussi. Il m'a montré, il prenait le temps de me montrer. Ça, c'est super important, prendre le temps de montrer à son stagiaire. Il arrêtait les choses qu'il faisait pour on va regarder ça. Puis ça, c'est super. Qu'est-ce que tu entends faire quand tu vas avoir terminé ton bac ici à l'Université Laval? Est-ce que tu veux partir en région, rester en ville, être professionnelle, agricultrice? Que tu t'entends? C'est sûr que moi, je veux pas être agricultrice, mais je veux aider ces gens-là. C'est sûr que je sais pas encore précisément qu'est-ce que je vais faire, mais il y a tellement d'aspects qu'on peut toucher avec l'agroéconomie que je sais pas encore. J'ai hâte de découvrir encore justement dans les 2 ans qui me restent tout ce que je vais faire avec le stage professionnel qu'on va faire aussi. J'ai hâte de voir vraiment concrètement qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est sûr que tout ça me donne de l'énergie. Bien, bonne continuité, Pascal. Merci. Comment ça évolue, ces programmes-là? Justement, est-ce qu'il y a des programmes qui voient le jour un peu de temps en temps ou que, sciences de la consommation, est-ce que c'est tous des programmes qui étaient là depuis toujours? Ou? Non. Les programmes, d'abord, sont évalués aux 8 ans maximum. Donc, on fait l'évaluation complète du programme afin de revoir si les contenus, la cohérence des cours, intercours... C'est toujours valable. C'est toujours valable. Non, les programmes n'arrivent pas tous en même temps parce que maintenant, on est dans le développement beaucoup des formations à distance. OK. On a 10 programmes de formation à distance dans la faculté. 18 de nos crédits étudiants maintenant sont pris à distance. C'est des étudiants qui ne viennent plus en classe. Et c'est correct. Leur formation complète à distance. Oui, complètement à distance. C'est correct. C'est un nouveau mode de vie. Ça s'adapte aux conditions des familles, etc. Et ces gens-là peuvent être d'un peu partout. Donc, à distance, ça veut dire que je peux avoir des étudiants autant en Asie, en Europe, au Québec, à en Ontario, aussi, peu importe. Okay. Donc, je reçois des questions, évidemment, 24 heures par jour. Les étudiants dans la faculté ici, ils arrivent de où? Avec quel bagage? Est-ce qu'on a un profil qui est semblable? Ou c'est très diversifié? C'est-à-dire, il y a environ 45 de nos étudiants qui viennent du milieu rural. Et l'autre 55 vient d'un milieu urbain, mais ça vient de tout gabarit. Je dirais la caractéristique de nos étudiants ici qui viennent, c'est que ce sont des gens qui avaient déjà décidé très clairement de venir ici. Ils ne se posent plus de questions. Non, c'est rare qu'on voit quelqu'un qui arrive ici et qui s'en va ailleurs après.
Alors, Catherine, cette semaine à La Voix agricole, on parle de la formation agricole, un aspect qui est extrêmement important de nos jours, mais j'imagine que c'est rempli d'histoire, cette thématique-là. Qu'est-ce que tu as trouvé? Complètement. Écoute, Cathy, quand on parle de formation agricole, ça remonte quand même assez loin, mais dès l'époque de la Nouvelle-France, quand il y a les premiers colons qui vont s'installer ici, on va avoir cette volonté-là de leur transmettre un peu, écoutez, vous venez de vous installer, comment ça se passe, comment maîtriser le climat qui est très particulier ici. Alors, assez rapidement, on va avoir c'est pas encore des écoles, c'est comme des proto-écoles, des lieux de formation pour la jeunesse qui va vouloir s'installer ici et avoir une exploitation. Par exemple, Monseigneur de Laval, en 1670, va installer une première école où il y a une formation agricole qui est proposée aux jeunes cultivateurs qui viennent s'installer. Donc, c'est très, très ancien. Mais pendant longtemps, ça va être assez embryonnaire, hein? C'est surtout au 19e siècle qu'on va avoir des écoles un peu plus structurées qui vont s'installer et surtout des moyens de faire connaître la formation au niveau agricole. Par exemple, la Gazette des campagnes essaie de deviner de quand ça date. Oh, je t'en pose une, Oui, hein? tu m'embêtes. 1861. Je te montre ici le premier numéro. Bon, c'est un peu aride, mais on voit quand même des thématiques qui sont abordées. Ça, c'est le genre de bulletin qui est extrêmement populaire dans les campagnes. Du moment qu'il y a quelqu'un dans la famille qui maîtrise la lecture, c'est un organe pour faire connaître les meilleures techniques au niveau de toutes sortes de cultures. Il y a un paquet d'affaires qui étaient abordées là-dedans. Donc ça, c'est assez particulier aussi. Parfait. Merci, Catherine. Je t'en prie. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole sur la formation agricole. Évidemment, on n'a pas pu faire le tour de toutes les écoles d'agriculture du Québec, mais sachez que vous pouvez prendre les informations sur les différents sites Internet de ces écoles-là, autant les écoles professionnelles, les écoles collégiales, également le collectif en formation agricole, et vous pouvez évidemment vous renseigner sur les programmes offerts à l'Université Laval et également à Fierbourg. Fait que tant qu'à moi, je vais vous laisser sur des images la semaine prochaine, mais avant, il faut que j'aille voir. Je connais quelqu'un qui a fini en 92 ici à l'Université Laval, là. Il me semble qu'elle avait tout qu'un toupette. Elle doit être à quelque part là-dessus. Elle a fini en 92. Là. Mais il y a elle qui a les mêmes cheveux que moi. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est elle. Ouais, c'est son toupette, ça.